Il est de retour, he's back. La une du dernier numéro de Newsweek a fait grincer des dents. Elle a fait bondir de nombreux Syriens à travers la planète. Pour l'hebdomadaire américain, le dirigeant syrien Bachar al-Assad revient doucement mais sûrement sur la scène internationale. D'autres événements, on va le voir, semblent confirmer cette tendance. Avec nous pour en parler, Ziad Majed, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, spécialiste du Moyen-Orient et vous êtes notamment l'auteur du livre Dans la tête de Bachar al-Assad, édition Actes Sud. Avec nous également notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Ziad Majed, cette une de Newsweek, est-ce qu'elle vous a surpris ? Dans un sens, elle est surprenante parce qu'elle exagère un peu, même si sur le fond, il y a certainement des signes de normalisation avec le régime Assad et il y a un forcing russe, il y a une offensive russe pour que cela soit une réalité politique. Pourquoi ? Parce que les Russes souhaitent que la reconstruction de la Syrie passe par une normalisation avec le régime. Ils n'ont pas eux-mêmes les moyens pour reconstruire, économiquement parlant. Ils n'ont pas réussi à convaincre les Chinois non plus, ni certains pays arabes. Donc ils cherchent maintenant, à travers les Émirats arabes unis, à travers le Bahreïn, et surtout à travers une pression sur les Européens, en leur disant qu'une reconstruction permettrait le retour des réfugiés, etc., de rendre Assad au centre du jeu politique en disant que finalement il a remporté la guerre grâce à nous, les Russes, et aux Iraniens dans un sens. Et il faut maintenant faire avec, comme si c'est la finalité des choses en Syrie. Mais ce que vous nous dites, Ziad Majed, c'est au fond ce que tout le monde connaît en géopolitique, c'est ce qu'on appelle la réalpolitique, mais tout de même Interpol, l'organisation de la police mondiale, qui réintègre la Syrie de Bachar al-Assad, avec notamment l'accès, on imagine, à des données parfois sensibles, avec la possibilité peut-être de repérer tel ou tel opposant. Là, on n'est plus simplement dans la réintégration pour des raisons de reconstruction ou des raisons humanitaires. Oui, c'est vrai que l'affaire de l'Interpol est très importante, parce que là, elle ouvre une nouvelle dimension, disons, par rapport à cette normalisation-là. Il faut rappeler que le régime Assad n'a jamais été exclu des Nations Unies de toute façon, que certaines agences onusiennes ont travaillé en Syrie tout en soutenant des associations créées par son épouse, donc indirectement alimentant ses caisses et les réseaux mafieux de la famille Assad. Mais là, avec l'Interpol, on est avec tout ce qui est sécuritaire. Comme vous avez dit, il y a des données, il y a des opposants qui sont inquiets. Mais il faut compter en même temps sur les États de droit en Europe, où se trouve la grande majorité des réfugiés syriens, qui ne peuvent pas coopérer juste par rapport à des demandes syriennes, ni l'Interpol lui-même peut aller dans des demandes qui peuvent être considérées comme des demandes politiques, visant des opposants. Ce qui est inquiétant, par contre, c'est par rapport à la situation des réfugiés syriens dans plusieurs pays arabes, notamment au Liban, peut-être en Jordanie, où les choses peuvent se compliquer davantage. Mais pour le moment, on n'est pas encore là, même si c'est un symbole fort. Et d'ailleurs, tous ces symboles-là, au niveau de la normalisation, veulent dire une seule chose, c'est que le peuple syrien est exclu du droit international, c'est que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité documentés et commis par ce régime-là restent dans l'impunité totale. Et il faut rappeler que l'impunité est à la fois le cancer de la Syrie, mais de toute la région, que ce soit en Palestine, au Liban, en Irak, au Yémen, en Syrie même, en Égypte, etc. On peut nommer presque tous les États. Cette impunité des régimes en place, et dans ce cas-là du régime Assad, responsable de centaines de milliers de victimes quand même, fait, si vous voulez, créer une frustration et peut même nourrir le nihilisme et toutes sortes de réactions au monde qui le trouvent complice avec ce genre de régime et de criminels. Alors autre signe, sinon en tout cas de normalisation et de retour en tout cas d'un isolement peu à peu brisé, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui avait aussi alors intégré la Syrie en pleine pandémie. Il y a aussi la Jordanie qui a vu un rapprochement spectaculaire avec Bachar al-Assad. Slimane, je me tourne vers vous. Comment expliquez-vous que pas à pas la Syrie de Bachar al-Assad redevient un acteur, en tout cas un interlocuteur sur la scène mondiale? Eh bien, comme le disait Majed, il a remporté militairement une victoire sur le terrain grâce à l'aide russe, iranienne et celle du Hezbollah. Les insurgés qui luttaient contre lui sont aujourd'hui enfermés dans un bocal. Et surtout, tous les sponsors de ces mouvements djihadistes sont en train de, c'est-à-dire notamment les pays du Golfe, les pays arabes, sont en train de reprendre langue et de rouvrir des ambassades à Damas. La Ligue arabe elle-même est en train de réintégrer la Syrie. Mais donc il y a un retour à la case départ. Entre-temps, il y a eu des 12 millions de Syriens déplacés, 400 000 morts et toutes les horreurs qu'on connaît. Donc il y a un retour. Il y a une sorte de redistribution des cartes
où Bachar se retrouve au centre de nouveau du jeu, défendu par la Russie, par l'Iran. Il y a aussi la désertion américaine de la région, parce que l'Amérique s'intéresse maintenant surtout à la Chine, et la paralysie des Européens. Tout cela fait que la Syrie se retrouve au centre du jeu, mais pas seulement à cause d'un génie stratégique de Bachar al-Assad. Bachar al-Assad capitalise sur l'aura de la Syrie dans l'histoire arabe en général, car c'est en Syrie que les Arabes se sont donné un empire. C'est à partir de la Syrie que l'expansion de l'islam et de la langue arabe s'est faite. Donc il y a cette espèce de prestige qui entoure la Syrie, dont la famille Bachar et la famille Assad abusent. Mais en tous les cas, il est impossible de reconstruire le Moyen-Orient sans passer par Damas. Alors, il se trouve qu'il s'est rendu à coup de crimes innommables et s'est rendu indispensable. Et sa tactique notamment, c'était le siège pour que les populations civiles lâchent les groupes rebelles et djihadistes. On va prendre l'exemple de Deraa. Voici comment on en parlait. C'était il y a un peu plus d'un mois, début septembre, sur TV5 Monde. Cette ville a été reprise par les forces gouvernementales. Regardez. Au milieu des ruines du quartier sud de Deraa, les drapeaux syriens et russes. Ensemble, les soldats de Damas et Moscou ont repris presque entièrement la ville en main. Deraa, c'est le berceau du soulèvement contre le régime de Bachar al-Assad il y a 10 ans. Tout un symbole. Ces familles rentrent à la maison, du moins ce qu'il en reste. Ça fait un peu plus de 2 mois qu'on est parti. Maintenant, on revient. Ça ressemble au paradis pour nous. Dieu merci. Dans la province d'Idleb, le dernier grand bastion des rebelles, mais aussi des djihadistes du nord-ouest, les frappes aériennes du régime ont repris avec intensité. Malgré le cessez-le-feu en vigueur ici depuis 1 an et demi, les civils paient un lourd tribut. Les hôpitaux et centres de santé sont les premiers visés, comme ici la semaine dernière. Le régime et ses alliés russes continuent leurs attaques contre la région. Un obus a frappé la seule clinique de Jabal Azawiya et l'a détruite. Épaulé par la Russie, l'Iran et le Hezbollah libanais, le régime de Bachar al-Assad contrôle désormais les 2/3 du territoire syrien. Mais 10 ans après le début de la guerre, le bilan est lourd. On compte près de 500 000 morts et plusieurs millions de déplacés. Ziad Majed, quand on voit ces images qui sont encore une fois d'il y a quelques semaines, Bachar al-Assad n'est-il pas un vainqueur en trompe-l'œil? On entend parfois dire Bachar al-Assad a gagné, il a gagné quoi? Oui, exactement. Moi, je ne pense pas du tout que ce discours est correct. C'est la Russie et l'Iran qui ont gagné face à des occidentaux, comme Slimane le disait, qui étaient très hésitants. Les monarchies du Golfe avaient soutenu quelques groupes, djihadistes ou pas, juste par rapport à l'Iran et non pas par rapport à la question syrienne interne. Mais s'agissant de Bachar al-Assad, il contrôle aujourd'hui un champ de ruines. Il a détruit, avec l'aide de ses alliés, le pays. Vous avez parlé de siège. Il y a eu une politique de la faim par rapport aux assiégés. Il y a aujourd'hui plus de 100 000 disparus dans les geôles du régime, dont une partie est morte sous la torture. Il y a une politique systématique de destruction des hôpitaux, des dispensaires. Il y a eu une stratégie du viol, donc d'usage du viol pour soumettre la société. Et donc c'est un régime qui a gagné contre une société grâce à des occupations étrangères. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a eu un tournant, Ziad Majed, avec les attentats qui ont frappé notamment la France, Paris, on pourrait citer aussi Bruxelles, oui, en se disant au fond, si ce n'est pas Bachar al-Assad, c'est oui, ce qui attend le monde. En fait, Bachar al-Assad a surtout joué sur cette question-là, soit moi, soit les djihadistes, en occultant ainsi la société syrienne. Et malheureusement, on est tombé dans le piège. Et on a oublié aussi que Bachar al-Assad et son père avaient mené des attentats au Liban, mais aussi en France, qu'il y a eu des otages au Liban, qu'il y a eu des assassinats, y compris l'assassinat de l'ambassade de France à Beyrouth. Mais malheureusement, cette approche qui souhaite aussi voir d'une manière simpliste les sociétés comme soit on a des dictateurs, donc des cravatés criminels, soit des barbus,
on fait, en utilisant ce genre de schéma, une occultation de millions de gens qui se battent pour une vie digne, pour une certaine justice. D'ailleurs, liberté pour une et certaine dignité, liberté. c'était déjà les slogans il y a 40 ans, du temps du Exactement, père. du temps du père et du temps du fils. Et aujourd'hui, la normalisation, si elle s'accélère, c'est surtout pour envoyer un message comme quoi, en Occident et dans plusieurs pays arabes aussi, la question des droits de l'homme, la question des Syriens et de leur dignité et les centaines de milliers de morts ne comptent pas. On fait avec un homme accusé de tous les torts et de tous les crimes. Slimane, on parle de la question des djihadistes. Bachar al-Assad a su incontestablement en profiter. Il y a aussi celle des minorités. Ce type de dirigeants autoritaires se sont souvent portés comme les garants des minorités. Cela dit, j'ai envie de vous dire, en Égypte, il y a aussi des minorités, plus qu'une minorité, copte chrétienne. Pourquoi dans tous les autres pays arabes où il y a eu des révoltes, l'État de Tunisie, Ben Ali, l'Égypte, Moubarak, ils sont partis. Et pourquoi lui a tenu? On a évoqué le soutien russe, mais tout de même. Alors, il y a deux singularités sociologiques pour la Syrie. La première, c'est la question des minorités. Bachar al-Assad étant lui-même issu de la minorité alaouite qui représente à peu près 10% de la population. Alors, la singularité est celle-ci. C'est qu'il y a en Syrie toutes les minorités qu'on retrouve dans la région. À ceci près, et c'est un point capital, c'est que l'addition de toutes les minorités en Syrie fait à peu près la moitié de la population. Oui. Ça, c'est le premier point. La deuxième singularité, c'est que les groupes insurgés n'ont jamais su trouver les mots pour s'adresser à ces minorités, pour leur dire que lorsqu'on libérera le pays, vous, les Alaouites, vous, les Kurdes, vous, les chrétiens, vous, les Druzes, vous, les Ismaéliens, vous serez des citoyens à part entière. Non seulement ils ne l'ont pas fait, mais ils ont fait des fatwas. Certains d'entre eux ont fait des fatwas disant qu'on avait le droit de couper en tranches les Alaouites et de donner ces tranches aux chiens. Ça, c'est une erreur. Donc, c'est une erreur stratégique capitale. Ils n'ont jamais su, la plupart d'entre eux, je ne parle pas des mouvements démocratiques, mais au début de la révolte. Je pense que c'est le régime surtout qui a fait la promotion de ce genre de discours, qui était au début très minoritaire, et ce qui a été annoncé d'une manière atroce par certains djihadistes qui n'ont rien à faire avec la question démocratique syrienne, c'était plus de discours. Le régime Assad a mis en pratique et en place ces massacres et ces décapitations de centaines de milliers de Syriens. On est tout à fait d'accord. Ce que je veux dire, on ne peut pas dire qu'un régime, au nom des minorités, qui font pas 50%, qui font 28%, ne peut pas, au nom de ces minorités-là, non, pas du tout, il ne peut pas, au nom de ces minorités, massacrer des centaines de milliers, et on ne regarde pas ça, on voit ce que certains criminels de l'autre côté déclarent. Non, Ziad, il faut qu'on se comprenne. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que ces groupes djihadistes ont dit un jour, un seul discours avenant, mais les groupes djihadistes ne sont pas des opposants syriens. Ils étaient formés qui faisaient la guerre. Non, ils sont... Qui faisait la guerre en Syrie contre Bachar? Entre 2011 et 2013, il n'y avait pas de djihadistes en Syrie. Non, je parle de la fin. Alors, entre 2013 et 2019, il y a 3 groupes. Il y a Daesh qui a été anéanti en 2017 et qui faisait surtout la guerre à l'opposition syrienne. Il faut rappeler que Deir ez-Zor et Raqqa étaient sous le contrôle de l'opposition. Je répète ma question. Est-ce que ces groupes insurgés se sont adressés aux minorités pour les rassurer? Les groupes djihadistes, et c'est de ça qu'a profité Bachar. Les groupes djihadistes sont comme Bachar des criminels. Oui, et donc ça a travaillé pour le camp de Bachar. Ils sont une minorité, ils ne sont pas l'opposition syrienne. L'opposition syrienne, ce ne sont pas les djihadistes. Les djihadistes n'ont pas un agenda syrien. Ils sont par définition extra-territoriaux. Ils sont dans une logique d'un djihad et non pas d'une lutte politique. En tout cas, nos téléspectatrices et nos téléspectateurs se feront un avis entre l'éditorial de Slimane Zeguidour et le contre-éditorial de Ziad Majed. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous dans ce grand angle.